Bonjour, je suis Nadège Ventimila, je suis coach minceur autonome et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici le portrait donc de Nadège. Aujourd'hui, on va parler de minceur, on va parler de poids, on va parler également de tout ce que cette société nous impose, évidemment les images et tout ce que on peut lire dans les magazines à droite à gauche, le body summer et toutes ces choses-là qui sont parfois difficiles à gérer. Et vous allez voir qu'il y a des méthodes simples à mettre en place et Nadège en est la preuve. Bonjour Nadège. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Merci de nous rejoindre sur ces canapés. Et merci de nous raconter votre histoire. Est-ce que je parlais des diktats de la mode, de la minceur, du culte du corps et des choses comme ça. Est-ce qu'on subit ça? Vous avez conscience de ça en France? Oui, et surtout les femmes, je pense. Les femmes, et depuis, dès l'adolescence, même les petites filles, en fait, elles ont déjà des comparaisons avec les petites filles dans les écoles, tout ça. On valorise beaucoup la minceur, beaucoup les femmes élancées. Souvent, une femme élancée, c'est une belle femme, de suite. De suite, on associe la beauté de la femme à l'aspect assez fin. Donc oui, c'est un petit peu... c'est latent, en fait. C'est pas forcément toujours mis en avant de suite, mais c'est latent. C'est comme si c'était normal, en fait, de mettre ça en avant. Est-ce que vous avez souffert de ça? Oui, absolument. Depuis que je suis enfant. Alors, maintenant, de moins en moins, je pense que j'ai éradiqué 90% du problème. Mais depuis que je suis enfant, notamment ma maman, en fait, qui valorisait beaucoup la minceur quand j'étais petite. Ouais. Évidemment, de façon totalement inconsciente, comme le font, je pense, toutes les mamans, et ouais. Voilà. Mais voilà, une petite fille passait. Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est toute fine, elle est toute mince, elle est toute... Oh ça crée des traumas, ça. Ah ben oui, ça crée des sacrés traumas. Et donc, on entend ça une fois, deux fois, puis plusieurs années, en fait. Après, on se construit la croyance que la valeur est associée... Alors déjà, la valeur est associée au physique, et le physique, c'est en grande partie la silhouette. Alors que pas du tout. Le physique, c'est beaucoup plus de choses que ça. Et la valeur, c'est beaucoup plus de choses que ça. Mais je parlais du diktat du poids, du surpoids, de l'obésité. Et c'est vrai qu'on nous matraque en termes de marketing. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des lois quand même aujourd'hui qui interdisent notamment le fait de retoucher des photos, de garder le corps initial sans qu'il y ait effectivement le fameux Photoshop, etc., etc. On va dans le bon sens quand même dans l'absolu. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Alors moi je dirais oui et non. Oui parce que justement on ne met pas forcément en avant le physique, mais si je prends l'exemple, le contre-exemple par exemple aux États-Unis où ils font des publicités sur justement accepter votre corps avec des personnes obèses en publicité, etc. Mais là en fait on oublie que quand même le poids, c'est quand même un problème de santé. Donc faut pas non plus aller à l'extrême. Pour moi, en fait, on considère le surpoids de la mauvaise façon. Oui, il faut s'en préoccuper, mais pas pour l'aspect esthétique. Donc pas pour l'aspect... En fait, quand on pense à l'aspect esthétique, c'est qu'on pense à l'aspect relationnel. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va nous voir. Et c'est pas de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est en surpoids et le surpoids va générer d'autres choses. D'accord. Donc c'est plus sur l'aspect santé. Oui. Qui est essentiel, évidemment. Voilà. Mais en fait, on oublie que le surpoids, c'est un problème de santé, en fait. À la base. Alors, vous allez voir que l'histoire de Nadège est incroyable. Et alors, il y a évidemment ce tiraillement dans votre existence qui est fou parce que vous avez un papa qui était pâtissier. Pâtissier et une maman qui est à l'opposé de ça. Puisqu'effectivement, elle vous inculque le diktat de la minceur en disant qu'il faut rester silhouette, etc., etc. Et papa pâtissier, j'imagine que quand on rentre dans une caverne d'Ali Baba avec toutes ces bonnes choses à déguster, ça doit être terrible ce tiraillement. Surtout quand on voit pas souvent son papa, et donc il y a quand même le lien, voilà, petite fille, papa, qui est quand même assez fort. Et donc du coup, moi, mon affection et mon manque d'affection vis-à-vis de ce papa s'est créé autour de la pâtisserie, de la gourmandise, du sucre, etc. Donc vous comblez ce manque aussi par un excès de nourriture. Oui, et puis ça me rappelle aussi mon papa. Quand je suis pas avec lui, quand je mange du sucre, ça me rappelle mon papa. Et je le vois pas souvent parce que il est accro à sa pâtisserie, son travail, etc. Et d'un côté, j'ai une maman qui n'arrive pas à prendre du poids, qui est un petit peu complexée quand même parce qu'elle n'arrive pas à prendre du poids et donc du coup, elle va valoriser la minceur en fait. Sa façon de contrecarrer son problème, c'est valoriser la minceur.
Et voilà, avoir beaucoup de propos, alors pas non plus, elle m'a jamais mis au régime forcé, etc. Mais c'est les propos, en fait, les croyances qui se construisent dans l'enfance qui sont plus problématiques finalement. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai été à la fois boulimique et à la fois obsédée par ma silhouette quand même jusqu'à mes 31 ans. Ouais, et obsédée par la balance. Par la balance. Par le poids et par, c'est fou ça, parce que alors ça, c'est obsédant et c'est vraiment le mot est juste, quoi. Ah oui, le mot est juste, c'est-à-dire que pour moi, être heureuse, dans mes facteurs, dans mes critères pour être heureuse, il fallait être mince. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes, c'est réussir à l'école, avoir un amoureux. Ouais. Moi, c'était être mince. Il fallait absolument que je sois mince, donc j'ai fait à peu près toutes les méthodes qui existent, puis de façon très rigoureuse, parce que je suis une scientifique, vraiment. Donc voilà. Donc vous allez grandir et vous construire avec ça. Oui. Avec cette obsession d'un côté. Est-ce que ça crée chez vous des traumas? Est-ce que ça crée chez vous des choses dans votre vie qui viennent vous polluer l'existence? Oui, quand même, notamment par rapport à mon image physique et au corps. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on pense que le corps a une place beaucoup trop importante finalement, enfin le corps, l'aspect physique, voilà, que ce qu'il devrait être. Et c'est dommage parce que, par exemple, là, je suis aujourd'hui ici avec vous, j'ai 39 ans, mais il y a quelques années en arrière, j'aurais pas pu. Parce que justement, me montrer, c'était hyper compliqué. Ah ouais, vous aviez un problème avec votre image? Ah oui. Ah oui, oui. Mais parce que vous êtes très bien, là. Ah oui, non, mais il y a quelques années, j'étais très bien aussi, hein. Mais, et d'ailleurs, beaucoup de personnes que j'accompagne, donc, elles ont la quarantaine, la plupart. Et elles me disent, mais c'est fou parce que quand je regarde des photos de moi, quand j'avais 20, 25 ans, en fait, je faisais des régimes, mais en fait, je n'étais pas ronde. Hein. Ouais. J'étais mince et je faisais déjà des régimes. C'est comme quoi on inculque au cerveau une vision qui n'est pas la bonne. Qui est rester mince et pas seulement rester mince, mais faire en sorte d'être toujours dans ce contrôle. Dans cette restriction. Ouais. Alors que à la base, on est déjà mince. Ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tombé dans les excès de chaque côté, boulimie, et puis d'un autre côté, Oui, oui. Boulimie et puis beaucoup de compensation sportive aussi. Alors j'ai eu des problèmes de santé suite à ça, suite à la boulimie. Donc j'ai de très jolies dents, mais mes dents sont refaites à cause de la boulimie. J'ai un ulcère à l'œsophage à cause de l'acidité due au sucre. Ah ouais. La compensation sportive, j'ai eu des opérations aux pieds, j'ai des vis dans les pieds, enfin voilà, parce que j'ai été tellement à l'extrême de compenser en fait mes excès de sucre que voilà. Bon, vous avez un cursus scientifique. Oui. Vous avez travaillé dans l'aéronautique, l'aérospatiale. Oui. C'est ça, aérospatiale, la recherche médicale, au CNRS, etc., etc. Quelle a été à un moment donné la prise de conscience qui fait que vous bifurquez complètement et vous avez envie de proposer, cet accompagnement, la méthode que vous préconisez, dont on va parler. Qu'est-ce qui a fait que? Alors, ça faisait déjà une petite année, au moment où j'ai vraiment pris la décision, ça faisait déjà une petite année que j'avais envie d'évoluer. J'avais déjà eu une première reconversion, puisque mon cursus initial, c'est pour travailler dans la recherche médicale. Donc, j'ai travaillé en cancérologie. Ensuite, je me suis reconvertie donc dans l'aérospatiale, mais j'avais pas un job technique. J'avais un job plus projet management. Et donc, ma deuxième reconversion, a eu lieu en 2020, mais ça faisait une petite année que j'y réfléchissais. Covid. C'est lié au Covid, en effet. Mais pas que. En fait, c'est lié au Covid de façon indirecte. J'ai perdu une amie très proche. En fait, l'amie la plus proche de mon quotidien ça, cette histoire est incroyable. Quand j'ai lu ça sur votre fiche de prod, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu. Alors, suite à des complications de Covid, elle est pas décédée directement du Covid, mais en fait, elle a été dans les premières à avoir le Covid, donc voilà. Et en fait, donc du coup, en fait, on est partis en voyage toutes les deux en février. On est revenus ensemble, on avait toutes les deux le Covid. Et sauf que elle s'en sort pas. Elle s'en sort pas, elle a 3 enfants, moi pas du tout, et donc du coup j'ai un peu une petite culpabilité qui dure quand même. J'ai eu une période très très noire pendant 10 jours à peu près, et en fait au bout de 10 jours je me suis réveillée un matin et je me suis dit c'est terminé, je change de vie. La décision a été prise, il n'y avait pas de scénario B.
C'est-à-dire que allez, je n'étais plus, enfin j'allais démissionner, c'était sûr, c'était plus peut-être. Ouais. D'ailleurs, on m'a dit, tu peux te mettre en indisponibilité, tout ça. Non, non, ça veut dire que je me laisse le choix de, non, non, je veux complètement changer. Et donc voilà, donc j'ai créé. Changer d'orientation professionnelle, sauf qu'il faut la trouver, cette nouvelle orientation professionnelle. Comment vient la thématique du poids, du surpoids et l'accompagnement que vous préconisez auprès de ceux et celles qui en ont besoin? Alors, la thématique, j'avoue que j'avais hésité quand même. Bon, j'ai pas hésité longtemps, hein, parce que je prends des décisions assez rapidement. D'ailleurs, ça fait partie de mon accompagnement, prendre des décisions rapidement. Enfin, savoir les prendre et les assumer plutôt. J'ai hésité entre 3 thématiques, mais en quelques jours, j'ai pris la décision. Je l'ai choisie sincèrement parce que j'avais tellement de connaissances sur le corps humain que je me suis dit, déjà, je vais me réorienter. Eh oui. Pour la seconde fois, oui. Au moins je vais choisir un sujet, voilà. Au début, c'est vrai que il y avait, c'était surtout ça, la raison pourquoi je choisissais la perte de poids, c'était surtout ça. Et en fait, donc ça fait quand même 4 ans que je fais ça. Je m'aperçois tous les quelques mois, quand je fais une petite remise en question, que en fait ça a été très révélateur pour moi, très libérateur et révélateur pour moi de travailler sur ce sujet, en fait. En fait, non seulement j'accompagne une communauté à évoluer, à prendre conscience, à se libérer du poids et de leur poids émotionnel, mais quelque part, je me suis aussi aidée moi-même vis-à-vis donc de mon image et de me libérer de cette obsession de la balance. Voilà. Alors, comment se présente justement votre approche et votre accompagnement? Alors, je dirais que la chose la plus différente de tout ce qui existe, alors j'allais dire des autres méthodes. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a. Ah oui, oui, oui. On est abreuvé des méthodes les plus extraordinaires aux plus farfelues, en passant par des choses fausses également qu'on peut lire ou qu'on peut. On nous a quand même presque endoctrinés dans des systèmes de croyances. Hein, il y a des méthodes de régime. Alors déjà, est-ce que le mot régime, c'est un truc que vous bannissez complètement? Complètement. Ok. Il faut comprendre ce qu'est un régime, la définition d'un régime. Un régime, c'est des règles extérieures qui viennent dans la vie de la personne, dans le quotidien de la personne. Donc, c'est pour ça que je suis contre, parce que on ne peut pas choisir des règles extérieures pour tous les êtres humains. Ça voudrait dire que tous les êtres humains sont pareils. Ce qui est faux. Ce qui est complètement absurde. Absolument. Voilà. Donc oui, on est abreuvé de ça. Ça fait presque partie de notre culture en fait. Le régime fait partie de notre culture, comme c'est normal en fait. Voilà. Donc moi, l'approche que je propose, donc elle s'appelle Se choisir pour mincir, c'est vraiment la personne qui va construire ses propres règles pour mincir. Donc c'est un accompagnement de 3 mois. Donc vraiment, c'est pour que la personne devienne autonome à la fin de ces 3 mois dans son projet de perte de poids. Ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, c'est pas des règles qui vont venir de l'extérieur. C'est elle qui va expérimenter des choses et qui va ensuite se construire ce qui est bon pour elle. Ça veut dire que vous connaissez son mode de vie, ses façons de vivre, vous connaissez également les névroses qu'elle peut avoir, son emploi du temps, sa vie familiale. Vous devez tout connaître. Oui. Alors, c'est surtout elle qui doit tout connaître. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment en autonomie. Mais je donne toutes les clés pour que la personne, elle construise ça. Il y a deux axes. Il y a le premier axe sur l'écoute corporelle. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage. Hein. Réapprendre à être à l'écoute de ses sensations pour que le corps, en fait, quand il expérimente quelque chose, alors évidemment, c'est très souvent alimentaire, mais pas que, il puisse reconnaître c'est bon pour moi ou ce n'est pas bon. Sachant que quelque chose qui est bon pour vous, c'est pas forcément bon pour moi. C'est pas parce qu'on dit que les brocolis c'est bon pour la santé que c'est bon pour tout le monde en fait. C'est pas bon tout court. C'est pas bon tout court. Voilà. Pour moi. Mais voilà, l'objectif c'est que le corps il sache non seulement dire ça c'est bon pour moi, ça ce n'est pas bon, mais aussi ça c'est bon, je sais l'utiliser au mieux, je vais optimiser les nutriments, etc. Et ça ce n'est pas bon, je vais dépenser le minimum d'énergie pour l'éliminer. Je vous donne un exemple. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le petit déjeuner. Oui. Le petit déjeuner, je connais des gens qui me sont proches et qui ne peuvent rien manger le matin. Et d'un autre côté, vous avez de l'information avec des professionnels de santé qui vous disent le petit déjeuner est sans doute le repas le plus important de la journée. Donc, à partir de ce moment-là, quelle est votre approche face à quelqu'un qui vous dit mais moi, écoutez, le matin c'est pas possible
Alors que j'entends dire en permanence que c'est quand même très important et c'est ce qui va rythmer le reste de ma journée. Alors pour moi, voilà, je reviens sur, il faut s'écouter. En fait, il faut apprendre à s'écouter. Parce que justement, plus on a été dans le contrôle, dans le j'applique certaines règles, etc., plus on s'est dissocié de nos sensations. Donc la personne qui dit je ne peux pas manger le matin, c'est qu'en fait, elle s'écoute. Ok. Je dis pas que la personne qui mange le matin, elle ne s'écoute pas. Mais peut-être que si elle ne mangeait pas le matin, ça serait mieux pour elle, en fait. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants. Ils partagent leur parcours, évidemment, et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée, qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire, pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Que dites-vous à une personne qui s'écoute et qui a besoin de la touche sucrée du fin de repas, par exemple? Dit-il. Alors, là, je me suis écouté pour le coup, et je ressens vraiment ce besoin d'avoir cette touche finale sucrée. Alors ça, ce n'est pas l'écoute physiologique, c'est l'écoute émotionnelle. Ok, mais ça fait partie de l'écoute. Absolument, oui, oui. Mais justement, il faut arriver à donc ce que j'appelle moi la communication bilatérale entre le corps et l'esprit. Okay. Donc c'est vraiment tout un apprentissage, c'est assez long, hein, il faut 3 mois à peu près. Mais savoir reconnaître la faim physiologique et la faim émotionnelle. Okay. Et la faim émotionnelle, elle va aussi passer par cette fameuse prise de décision. Donc décider est-ce que ce dessert, je le garde pour la fin du repas ou est-ce que je suis capable de le garder en milieu d'après-midi. C'est pas facile parce que on a grandi avec cette touche sucrée à la fin du repas. Mais quand on sait prendre des décisions, petites décisions comme ça, ou grandes décisions, hein, c'est-à-dire je change de job, je quitte mon conjoint, ou voilà. Absolument. Mais quand on sait prendre des décisions de façon réfléchie et on sait les assumer ensuite, etc., en fait, on est à l'aise, on est en paix. Voilà. Et donc, si on me dit à la fin d'un repas, ah ben tiens, l'oncle, il a amené une bonne tarte aux fraises, je vais en manger parce que tout le monde en prend, parce qu'elle a l'air quand même bonne. Mais quelque part, en fait, on est un peu dans le relationnel. On est un peu aussi dans l'émotionnel, dans l'affectif. Et on ne se dit pas, ça va me plomber mon repas. Parce qu'il faut savoir que le sucre à la fin du repas, en fait, ça vient, comment dire, gâcher tout le repas d'avant. Donc, imaginons une mère de famille qui, le dimanche matin, va faire les courses, son petit marché bio, elle dépense 3 heures de son temps à prendre tous les bons produits. Le repas est top, et à la fin, il y a un dessert qui est même très bon. Hein. Fait par votre papa. Fait par mon papa, par exemple. Qui sont très bons d'ailleurs. Bah oui, j'imagine, oui. Eh bien, en fait, ça va venir gâcher toute l'assimilation des nutriments du repas. Tous les efforts faits initialement dans le repas avec des bons ingrédients, c'est foutu parce que c'est le dessert à la fin. Voilà. Okay. Ça, c'est des règles assez. Donc ça veut dire qu'il faut supprimer. Il faut le décaler. Moi, dans mon approche, il y a aucune restriction. Mais il y a être conscient de ce qu'on fait. Donc la notion du sucre existe quand même. Bien sûr, absolument, oui. Ben oui, c'est la vie, le sucre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le gras, le sucre. C'est le pire truc qui existe au monde, voilà. mais c'est tellement bon. Mais être conscient de ce qu'on fait, je donne un exemple, j'ai beaucoup de mamans qui, elles travaillent beaucoup du lundi au vendredi, le samedi c'est les courses, le ménage, etc. Et elles ont que le dimanche pour s'occuper de leurs enfants. Et donc, le dimanche midi, eh bien, elles font un gros repas de famille. Sauf que, si elles terminent à la fin par un gros dessert, le dimanche après-midi, elles sont fatiguées. Elles n'ont pas l'énergie pour avoir du temps de qualité avec leurs enfants, etc. Donc, on commence par dire, juste prenez conscience, mangez votre gâteau, continuez par manger votre gâteau à la fin du repas, mais prenez conscience toute l'après-midi qu'en fait, vous ramez, vous êtes au ralenti. Et donc, en fait, à force de prendre conscience de ce qu'on rate par rapport à juste une tarte
qu'on peut décaler, hein, qu'on ne supprime pas, juste qu'on décale de 2 ou 3 heures. Mais en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il sait prendre la bonne décision pour du long terme, en fait. Donc ça veut dire que ça, dans votre accompagnement, ça dure 3 mois de prise de conscience Oui. de ce que je ressens en fonction de ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Oui. Et donc, on adapte, on modifie. Exactement. Ok. C'est vraiment, donc il y a 4 parties. Il y a comprendre, donc comprendre ce que j'appelle moi la pleine santé. Donc c'est vraiment, quand on est en pleine santé, ça veut dire qu'on a l'énergie et la clarté d'esprit pour vivre sa vie en conscience. C'est une phrase un peu pompeuse, mais voilà, l'énergie et la clarté, vraiment, pour être pleinement là, et pas pour être un peu en pilote automatique ou un peu anesthésié, parce que le sucre nous anesthésie, hein, vraiment, nous endort un petit peu. Donc vraiment, comprendre, ça c'est et ça pleine santé, parce qu'encore une fois, moi mon corps a vécu des choses, vous avez vécu d'autres choses, donc on n'a pas la même pleine santé. Ensuite, il y a expérimenter, donc il y a tout l'apprentissage de l'écoute corporelle. Il y a décider, donc vraiment apprendre à prendre des décisions. Donc là, c'est vraiment le lien, la différence entre je décide à court terme, c'est-à-dire qu'on me met un gâteau sous le nez, j'y vais, ça c'est l'instinct, c'est vraiment je vais le rater si je le mange pas, etc. Ou quelqu'un d'autre va le manger, voilà. Et décider pour sa vie en fait, pour voilà, je vais pas me priver d'un temps de qualité avec mes proches cet après-midi juste pour manger une part de gâteau, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc apprendre à décider et ensuite adapter. Adapter, c'est plutôt lié au contexte de vie là. C'est plus lié à la logistique aussi en fait, beaucoup. Sur les idées reçues, quand on parle de perte de poids, de prise de poids, de rééquilibrage alimentaire, etc., qu'est-ce qui vous semble bon, justifié et cohérent sur la perte de poids, on va dire par mois ou par semaine? Qu'est-ce qui est l'idéal dans la perte de poids? On perd quoi? 1 kilo par mois, 1 kilo par semaine? Qu'est-ce qui vous semble être dans la norme? Alors vous allez me dire, ça va dépendre de... C'est compliqué parce que donc moi je travaille uniquement avec l'aspect durable, pas avec l'aspect rapide. C'est-à-dire qu'une personne qui vient me voir et qui me dit, moi je veux perdre X kilos en Y semaines, je vais lui dire, je ne suis pas dans tes baskets, je ne sais pas comment ton corps va réagir, je ne peux pas te promettre ça. Voilà. Mais quand c'est long, la démotivation arrive vite. Sauf... Je parle vraiment en connaissance de cause, hein, vraiment. Alors, ça c'est lié au doute. Donc, on travaille beaucoup avec le cerveau. Hein. Il y a vraiment 3 phases. Il y a le cerveau, l'émotionnel et la physiologie. Et quand ces 3 phases, c'est pas juste descendant. Hein. C'est-à-dire que le corps agit aussi sur les émotions. Il n'y a pas que les émotions qui agissent sur la prise de poids. Il y a aussi à l'intérieur de notre corps, nos organes, notre énergie, comment ça va impacter nos émotions. Mais il n'y a pas de règle en fait de nombre de kilos par mois. Il y a plutôt est-ce que j'ai un doute sur la méthode ou pas? À partir du moment où le cerveau il a un doute sur la méthode, un doute ou juste une non-certitude plutôt, eh bien en fait c'est là que la démotivation elle arrive. Parce que on a toujours la peur de faire des efforts pour rien. Et donc à partir du moment où le cerveau il pense que peut-être il fait tout ça pour rien, il arrête. Le cerveau, faut pas oublier que son objectif, c'est poursuivre le plaisir. Il a 2 objectifs, qui sont en fait 2 faces d'une même pièce. Poursuivre le plaisir et fuir l'inconfort. Et un doute, c'est de l'inconfort. C'est sûr. Voilà. Donc, poursuivre le plaisir, c'est-à-dire que il veut pas de régime, il veut pas de contrôle, il veut pas de règles, il veut pas de choses fades. Contraintes. Voilà, il veut pas de contraintes. Lui, il veut kiffer, il veut voilà. Et l'inconfort, c'est tout ce qui est émotionnel, doute, stress, tout ça, il veut pas. Donc, dès qu'il y a de l'inconfort, il va chercher une solution rapide. Et la société nous a mis à disposition quelque chose de très facile. On ouvre un paquet de gâteaux, on mange, et voilà. Donc non, en termes de nombre de kilos, pour moi, je dirais plus qu'il y a un nombre de kilos à ne pas dépasser pour pas faire du mal à notre corps. Mais après, il n'y a pas de nombre de kilos optimum parce que ça dépend de tellement de paramètres que... Alors, il y a aussi autre chose, et moi je m'insurge aussi contre ça, l'IMC. Oui. L'indice de masse corporelle. C'est une fumisterie, ça. Parce que quand vous dites à quelqu'un, et il y a plein de logiciels aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous calculez votre IMC, on vous dit voilà, votre poids, votre taille, machin, oh là là, vous êtes en surpoids. Mais pas du tout. Quand vous prenez un rugbyman
qui fait 120 kilos, il fait 1m80, c'est un Golgoth, il est musclé, qu'il n'en peut plus, il est en obésité presque morbide, d'après l'IMC. Oui, oui, alors que c'est un grand sportif. Alors que c'est un grand sportif. Oui. Donc, est-ce qu'on doit se fier à l'IMC? Là, vous avez pris un extrême quand même, le rugbyman. C'est vrai. Après, oui, dans la fourchette, il y a quand même, c'est quand même une notion importante. C'est fiable. Vous travaillez avec ça? Non. Non. C'est fiable, mais je travaille pas avec. Non, moi, je travaille vraiment pas avec des choses extérieures à la personne. D'accord. Que avec ce qui se passe dans la personne. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous avez dit le rééquilibrage alimentaire. Pour moi, ça, c'est bullshit. Bullshit. C'est même pire qu'un régime strict, pour moi. Ok. Parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est soi-disant être censé plus facile qu'un régime strict. Et quand les personnes n'y arrivent pas, ben justement, elles se disent, c'est censé être plus facile et j'y arrive pas, donc c'est que je suis vraiment nulle. Et donc là, en fait, il y a la confiance en soi qui se détériore, etc. Et on recommence. Et on recommence. Moi, je travaille plutôt avec ce qu'on appelle le rééquilibrage physiologique. Ok. On va venir rééquilibrer les systèmes, les fonctions, en fait, de l'être humain. Donc, notamment assimilation, élimination, digestion, mais il y a d'autres choses, mais les plus importants, c'est ça. Donc vraiment, venir restaurer les fonctions naturelles, parce que tout simplement, le surpoids, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre corps, c'est tout. En fait, c'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on mange pas en quantité, etc. C'est comment le corps, il gère ça. Donc, la cause racine, c'est que le corps ne sait plus gérer correctement ce qui n'est pas adapté à lui. Qu'est-ce que vous répondez à une personne qui vous dit « Ouais, mais de toute façon, c'est de famille, c'est dans mon ADN, maman était comme ça, papa était comme ça, donc je subis ça aussi sur la prise de... » Est-ce qu'on peut remédier à ça ou est-ce que c'est effectivement dans l'ADN et on peut pas y faire grand-chose? Oui, oui, bien sûr, on peut y faire. Toute personne qui a des problèmes de poids, qui est en surpoids, voire en obésité, on peut régler son problème, quelle que soit son histoire ou quel que soit son parcours? Non, il y a quelques personnes que je n'accepte pas, on dira, d'accompagner. Ok. Quand les troubles psychologiques ils sont trop élevés, je préconise d'abord de faire une thérapie, puis ensuite on voit. Okay. Ça peut pas se faire en même temps? Non, pour moi non, parce que mon accompagnement il est trop challengeant. Okay. Il y a beaucoup d'introspection, de remise en question, et avec une psychothérapie, ça fait beaucoup en fait pour la personne. Mais si je reviens sur la question de la génétique, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent, de toute façon, maman était comme ça. Voilà. Oui. Alors, il faut savoir dans la génétique que le gène, il a une nature et une expression. Donc, la nature, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a ou pas. Donc, par exemple, vous avez par exemple le gène du surpoids ou de l'obésité. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'exprimer. L'expression, elle est due à ce qu'on appelle l'environnement dans la génétique. Alors, l'environnement, c'est évidemment l'activité physique, l'alimentation, le stress, notre satisfaction sociale, etc. Mais c'est surtout la perception qu'on a du monde. C'est assez frappant, mais la perception qu'on a du monde et qui se construit dans l'enfance, en fait, ça va venir avoir un impact sur est-ce que le gène il va s'exprimer ou pas. Ok. Ce qui est quand même assez... Est-ce que ça va se déclencher ou pas? Est-ce que ça va se déclencher ou pas? Ok. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple, j'en ai une en tête, 2 jumelles qui sont adoptées bébés par 2 familles différentes. Donc elles sont séparées? Elles sont séparées dans le monde, voilà. Okay. Elles grandissent. Eh bien, à 30 ans, elles ont toutes les deux le gène de l'obésité. Eh bien, à 30 ans, elles n'ont pas du tout la même vie. Une, elle est obèse et une, absolument pas. Parce qu'en fait, elles ont grandi avec des croyances différentes. Ça, c'est extraordinairement intéressant, parce que ça, c'est une preuve, pour le coup. Ah oui, oui, oui. Qu'effectivement... Est-ce qu'on peut détecter le gène de l'obésité avant de l'être, par définition? Est-ce que, tout petit, on peut déterminer, on dit, attention, cet enfant-là, il va falloir le ou la suivre, parce que elle est ou il a le gène de l'obésité? Oui, oui, le gène de l'obésité, c'est... on peut détecter ça? Oui. Alors, c'est surpoids et obésité, hein, précisément. Ok. Mais oui, oui, bien sûr. Mais ce que je disais, c'est que vraiment, notre cerveau, en fait, les croyances qu'on a, peut vraiment déclencher ou pas. Ouais. C'est ça qui compte, en fait. On a tous... Moi, j'ai un gène dans ma famille. J'ai commencé dans la recherche médicale parce que dans ma famille, quand j'étais enfant, j'entendais toujours dire
ah ben, tonton est mort d'un cancer, Ouais. mort d'un cancer. Donc du coup, ben, j'ai commencé ma vie, ma carrière par la cancérologie. Et oui. Voilà. Et en fait, jusqu'à ce que je comprenne que non, en fait, c'est pas parce qu'on a le gène du cancer qu'on va avoir un cancer. Voilà. Il y a en effet Oui, il y a des facteurs déclenchants. l'hygiène de vie. Bien sûr, il y a des tas de choses qui Mais viennent il se y a greffer. la perception qu'on a du monde et de notre place dans le monde. Et c'est la même chose donc pour le poids, le surpoids et l'obésité. C'est exactement la même chose. Ah ouais. Voilà. Et tout ça, c'est des mémoires inconscientes. Donc, il faut aussi travailler sur l'inconscient. Juste une question sur les jumelles. Elles se sont revues? Oui, celle-là, oui. Ouais. Waouh. Incroyable, hein. Donc elles se Incroyable. revoient et effectivement elles sont jumelles mais elles ont un physique complètement différent. Complètement différent. Des vraies jumelles en plus, hein. Donc c'est un choc pour celle qui effectivement doit être en surpoids. Et donc vous les avez accompagnées ou quoi? Non, Non, c'est pas une du histoire tout. sur C'est Internet. une histoire. Ah ok. Alors, là, vous avez dit c'est un choc pour celle qui est en surpoids. Donc, vous voyez, on a déjà une croyance Oui, que non, mais c'est c'est vrai. forcément, c'est celle qui est en surpoids qui a un choc. Ça paraît logique. Oui, parce que c'est relié à la santé. Mais oui. Mais si ça se trouve, celle qui n'est pas en surpoids a des problèmes psychologiques plus importants. Voilà. C'est possible aussi. On ne sait pas. Oui, c'est possible. Voilà. Mais effectivement, donc ça c'est une approche. Donc votre approche, elle est quand même, elle est douce. Douce, c'est-à-dire. Je me pose la question. Est-ce que quand vous dites, elle ne peut pas être associée à une psychothérapie en amont, il vaut mieux faire d'abord la psychothérapie et puis ensuite votre accompagnement. Ça veut dire que ça secoue un peu ce que vous préconisez et c'est pas compatible avec cette approche. Oui, ça secoue un peu. Disons qu'il faut s'impliquer. Okay. C'est pas un projet à la légère en fait. Est-ce que par exemple vous allez dans le frigo des gens? Est-ce que vous allez Non, justement, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé de l'assistanat. Ouais, c'est ça. Souvent on m'envoie Nadège, combien je dois manger, avec quoi non. Moi j'ai un programme vidéo, les personnes expérimentent en fait. L'objectif c'est d'expérimenter pendant 3 mois, c'est-à-dire que pendant 3 mois elles vont aussi faire des choses qui potentiellement vont les faire grossir. Ouais. L'objectif c'est pas de perdre du poids pendant ces 3 mois, c'est de trouver ce qui est bon pour elles. Donc ça veut dire que pendant 3 mois il faut tenir. Oui, mais c'est pas il faut tenir. C'est-à-dire que pendant 3 mois, parce que vous dites pendant 3 mois vous pouvez prendre du poids. Donc ça veut dire que dans cette phase de 3 mois il faut bien prendre conscience que on s'apprend, on s'écoute, on s'analyse, on s'auto-analyse. Oui. Et à partir de l'analyse de ces 3 mois-là, on détermine ce qu'il faut faire derrière. Alors en fait, ça se construit pendant les 3 mois. Ok. Voilà. Alors il y a quand même quand je dis on peut aussi faire des choses qui potentiellement nous font grossir, il y a quand même une perte de poids. Il y a une moyenne de 10 kilos sur les 3 mois. Ah, c'est bien. Ce qui est pas mal. Voilà. Mais il y a des personnes qui vont perdre 5, 6, il y en a qui vont perdre 12, 13, il y a une moyenne de 10. Ok. Mais la plupart des personnes qui veulent perdre du poids, 10 kilos en 3 mois, c'est pas énorme pour elles en fait. Ouais. Parce que on est dans une société de consommation où on veut aller vite, on veut des résultats rapides, etc. Ouais. Voilà. Est-ce que, alors il y a un autre phénomène qu'on connaît tous, c'est l'effet yo-yo. On perd de poids et puis dans la foulée, on se relâche un peu. Voilà, on est bien, on se sent bien et on se dit oui bon, gâteau à la tarte aux fraises là, tonton, je peux l'envoyer. Bon, est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez garantir? Alors justement, de ne pas reprendre. Justement, l'objectif de l'approche se choisir pour mincir, c'est que ce soit durable. C'est pour ça qu'il y a l'autonomie, c'est pour ça qu'il y a la facilité. Si c'est pas facile, si la personne elle a des contraintes, forcément ça ne sera pas durable. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est aussi durable parce que c'est sa méthode. C'est-à-dire que il y a aucune contrainte pour elle en fait. Non seulement c'est adapté à ses ressentis physiques, mais c'est aussi adapté à son contexte de vie, à ses préférences. Une personne qui n'aime pas cuisiner, elle ne va pas se construire une méthode où elle passe 1 heure en cuisine tous les soirs. Ça n'a pas de sens, en fait. Et moi, je ne suis pas là pour donner le goût à la personne de cuisiner. Si après, elle aime cuisiner, tant mieux, mais c'est pas l'objectif. Et ça veut dire que vous ne faites pas, tu prends 250 grammes de ça, 100 grammes de ça. Pas du tout. À midi, tu fais ça, et à 14 heures, une collation comme ci? Non. Non, ça, c'est pas du tout votre méthode. Pas du tout. Je considère justement, pour moi, mettre du contrôle dans un acte qui est aussi important que celui de se nourrir, en fait, c'est absurde. C'est un peu comme si on disait qu'il fallait dormir 7h18. Ouais, c'est ça. Ou qu'il fallait ne jamais faire la grasse matinée le samedi matin. Voilà. Quand on prend des besoins un peu primaires, ou si je prends, alors j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'en général ça fait rire les personnes. Donc dans un autre des besoins primaires, il y a la sexualité. Si on dit par exemple qu'il faut absolument faire l'amour 3 fois par semaine ou 3 fois par semaine, fois par semaine. et il faut que ça dure. Exactement. Exact. Voilà. Ça semble absurde. C'est absurde. Ouais. Voilà.
Mais c'est la même chose, en fait. Pour les grammes, les calories, etc., c'est la même chose. Ok. Bon, on est obligé, évidemment, de poser la question. Quand je parlais du matraquage marketing et de tout ce que l'on voit à droite à gauche, il y a aujourd'hui des structures marketing qui vous envoient des plats qui sont tout prêts, des box qui sont... ça vous fait... Ah, moi, je suis effarée. Comment les gens peuvent recevoir par la poste leur menu sur 2 semaines? Enfin, je sais pas, c'est de la nourriture dans un carton, quand même. Hein. Les gens se disent pas, mais c'est dépourvu de nutriments. Mais il y a pour les plats prêts, vous voulez dire. Mais oui. Vous avez des structures qui vous envoient des produits frais que oui. vous cuisinez vous-même. Oui, ça c'est pas. C'est pas mal. Me dites pas non, c'est ce que je fais. Oui, c'est pas mal. oui, c'est pas mal. Mais je pense à une grande oui, mais bien enseigne, sûr, mais voilà, que je vais pas, bien sûr, qu'on envoie, mais bien sûr. Que je vais pas citer, mais voit en permanence, ça me choque. À droite à gauche, et n'oubliez pas le .fr. Non, mais bien sûr, oui. bien sûr, non, mais bien sûr. Mais alors les box de produits frais, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal pour une personne qui travaille beaucoup, qui n'aime pas se faire à manger, etc. C'est déjà bien. On est quand même un peu dans l'assistanat. Mais ça peut aider. Mais ça peut aider, voilà. Peut aider. Ce qui compte, c'est aussi prendre en compte son contexte de vie. Par exemple, une maman, il faut bien prendre en compte que le matin, pendant 1 heure, elle est là, les vêtements, le cartable, voilà. Bien sûr. Et le soir, quand on rentre, elle a autre chose à faire que de passer 2 heures à cuisiner, voilà. Bien sûr. Alors, on a bien compris que votre méthode, d'abord, la base absolue de votre méthode, c'est se connaître, se comprendre et s'accepter. Oui. C'est ça. On s'étudie d'abord. Oui. Pendant 3 mois. Oui. Et une fois qu'on s'écoute, notre ressenti, le corps, les réactions, etc., on adapte. En fait, c'est tout au long des 3 mois. Tout au long des 3 mois. Ok. Et ça se fait très naturellement, en fait. Hein. Okay. Il y a même pas de forcing. D'accord. Parce que de toute façon, il y a des gens qui vont tester quelque chose. Alors moi, j'ai énormément de femmes, j'ai 95% de femmes. Elles vont s'apercevoir que c'est pas pour elles. Voilà. Alors moi, je vais les challenger un petit peu. Je vais adapter la chose. Puis au bout d'un moment, en fait, si je vois que c'est vraiment pas adapté, on laisse tomber, on passe à autre chose. Voilà. Mais l'objectif, c'est qu'elles construisent en conscience par rapport à leur ressenti et qu'elles décident. Ça, c'est bien pour moi. Ça me met aucune contrainte dans ma vie. J'ai encore plus d'énergie pour mon travail, mes enfants, etc. Parce qu'il y a beaucoup l'énergie aussi qui rentre en compte. Bien sûr. Alors, et juste une petite nuance, ce n'est pas une méthode, c'est une approche. C'est très différent parce que justement, une méthode, c'est il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Point A, point B, point C, voilà. point Z. Là, c'est une approche pour que chaque personne construise sa propre méthode. Ok. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui souhaitent perdre du poids que de méthodes. Oui. Voilà. J'imagine que vous devez avoir des avant-après magnifiques. Oui, alors notamment évidemment sur le poids, mais en général les kilos, donc en moyenne 10 kilos, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que les personnes finalement, quand elles viennent vers moi, c'est surtout pour le poids. Mais à la fin, en fait, elles ont déjà retrouvé confiance en elles, ce qui est beaucoup plus important. Parce qu'on oublie qu'on veut perdre du poids pour quelque chose de plus grand. Pour être mieux dans ses baskets, être plus heureuse, oser faire des choses dans son travail, avoir plus de souplesse, de mobilité avec les enfants, voilà, être plus épanoui dans la sexualité, etc. Donc en fait, le poids, c'est finalement la cerise sur le gâteau, puisque elles revivent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui est assez extraordinaire et qui se fait ressentir dans toute la famille, dans nos relations, dans notre travail, dans nos activités du quotidien. En tout cas, vous avez accompagné combien de personnes? 5000, plus de 5000 personnes? Non, 5000, c'est mon audience. Et aujourd'hui, on a dépassé les 400 la semaine dernière. Ok. Bon, alors, je sais que vous n'êtes pas en France. Non. Vous êtes à l'étranger. Le suivi se fait... De toute façon, même quand j'habitais en France, c'était toujours par Internet. Par Internet, évidemment. Donc, il y a des petites vidéos. On achète votre programme? Alors, il y a... Votre accompagnement, je sais plus comment il faut dire, parce que du coup, non, c'est pas une méthode, c'est pas un programme, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Il y a un programme en ligne et il y a des séances de coaching sur les émotions. D'accord. Voilà. Il y a des groupes WhatsApp de challenge, les clientes se challengent entre elles. C'est vraiment pendant 3 mois, 7 jours sur 7. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, vous suivez. Hein. Ah oui. Par contre, je ne réponds pas si la personne me dit
combien de grammes. Voilà, c'est toujours répondre pour la rendre autonome. Ouais. L'objectif, c'est que au bout de 3 mois, elle n'ait plus besoin de moi. Okay. Sinon, j'ai raté quelque chose. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de kilos, c'est vraiment ça. Bien sûr. Alors, on va voir effectivement de quelle manière, évidemment, est-ce qu'on peut donner un pourcentage de réussite dans votre accompagnement? Est-ce que les gens, entre guillemets, replongent derrière? Est-ce qu'il arrive qu'effectivement, il y ait des gens qui reprennent du poids ou... Alors, reprendre vraiment tout le poids qu'elles ont perdu, non. Non. Après, il y a des personnes qui vont osciller entre 2-3 kilos. Mais ça, c'est... Alors, surtout les femmes, évidemment, avec notre système hormonal, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais justement, l'objectif, c'est de ne plus faire attention après. Moi, je dis, on n'est pas sur Terre pour faire attention, on est sur Terre pour kiffer. Exactement. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est pas se dire, je mange correctement la semaine et le week-end, je me lâche. Non. C'est, encore une fois, mettre de la conscience sur ce qu'on fait et savoir restaurer les fonctions d'élimination quand on fait des excès. Par exemple, moi, j'ai des clientes, elles vont une semaine au ski au mois de février. Pendant une semaine, c'est... tartiflette, raclette, vraiment, allons-y, quoi. Hein. Mais quand elles reviennent... Mais quand elles reviennent, en fait, elles savent comment... Ok, rééquilibrer tout ça. Rééquilibrer. Ah, ok. Voilà. Et donc, du coup, il y a deux effets. C'est-à-dire que non seulement elles vont pas reprendre le poids, parce que ce qui compte, c'est que le corps ne s'encrasse pas. Ce qui fait qu'on prend des kilos, c'est que le corps, il est encrassé. Et il ne sait plus gérer la malbouffe. Ouais, c'est ça. Voilà. Si le corps, il est sain, il sait gérer la malbouffe. Et donc, en plus, elles ont plus peur de manger. C'est-à-dire que quand elles sont invitées quelque part, elles se disent pas, ah ouais, mais... Et c'est souvent une psychose, ça. Hein. Ah oui. Ah ouais, bien sûr. Le trouble du comportement alimentaire le plus répandu, ce n'est pas la boulimie, ni l'anorexie, comme on connaît tous, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est quand on contrôle vraiment notre assiette, quand on contrôle ce qu'on mange. Alors, évidemment, le TCA, l'orthorexie, c'est quand on contrôle de façon excessive. Mais à partir du moment où on a des pensées qui associent ce qu'on va manger à notre silhouette, vraiment, on a l'assiette devant nous, oh, ça risque de me faire grossir. En fait, c'est le début du trouble du comportement alimentaire. Parce que les TCA, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la première cause, en fait, c'est pas des problèmes dans l'enfance. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent si elle est anorexique, c'est sûrement que... C'est vrai que c'est une des causes. Mais la première cause, c'est les régimes. C'est les régimes. Que vous bannissez. Que je bannis complètement. Et le rééquilibrage alimentaire. Voilà. Que vous bannissez aussi. Complètement. Bon. On a bien compris. Juste un truc. Vous aimez toujours les pâtisseries? J'adore. Bon. Laquelle en particulier? Paris-Brest. Paris-Brest. Il n'y a pas un peu d'alcool dans le Paris-Brest? Non, justement, j'aime pas l'alcool dans les pâtisseries. J'aime l'alcool, j'aime les pâtisseries, mais pas ensemble. C'est pas bon. Le nom de votre accompagnement? Se choisir pour mincir. Se choisir pour mincir. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens pour entrer en contact avec Nadège. On sait combien cette notion de poids, de surpoids, et cette gestion de nos émotions, sur cette faculté de s'écouter, de comprendre notre mécanisme est essentielle. C'est vraiment un problème et c'est presque un fléau aujourd'hui dans notre société, hein, très clairement, et pour les générations futures aussi. J'ai vu, pour terminer là-dessus, mais j'ai toujours en mémoire cette photo d'une plage dans les années 50 et la même plage dans les années 2000. C'est monstrueux. C'est-à-dire dans les années 50, les gens sont sveltes. Et aujourd'hui, on sait bien à quel point l'obésité et le surpoids est un problème dans notre société. Presque une personne sur deux. Presque une personne sur deux. Merci Nadège. Je vous en prie. Vous repartez à Bali? Demain. Oh, quelle formidable vie. Merci pour votre accompagnement, merci pour ce que vous préconisez. Vous allez pouvoir commenter, partager et autour de cette vidéo, l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Nadège et ses équipes. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.